Bonjour, c'est Dao de Parenthèse. Je suis avec Eric, encore et toujours. Encore une fois, ouais. On attend toujours pour le podcast A3 avec Pank. Oui, et on a tout le matériel pour. On attend que Pang daigne se libérer. On en fera également avec un Johnny, ça m'intéresserait beaucoup de faire avec Johnny. Johnny, c'est sympa. On est au Starbucks Coffee, donc il y a un peu de bruit, il y a de la musique, il y a des gens qui travaillent sur les machines, donc ne soyez pas offusqués par le bruit extérieur, on va faire de notre mieux. Eric, il y a un sujet dont je veux qu'on discute, ce serait sur l'observation. On peut observer notre vie, notre propre vie. Quelles sont les qualités pour obtenir une observation de notre environnement, de ce qu'on est nous, la plus, on va dire, la plus authentique possible. On parlait tout à l'heure du fait que finalement, la plupart des gens passent leur vie à se vendre des choses, à se vendre des rêves, à se vendre des choses qui sont, on va dire, authentiques ou moins authentiques. Des fois, on peut être dans le mensonge. Est-ce qu'on peut aiguiser une qualité d'observation plus juste pour nous permettre de nous vendre moins de choses fausses au final? C'est une bonne question. Ouais. Nous vendre moins de choses fausses. Déjà, c'est une question intéressante. Deux choses qui m'ont l'esprit. Premièrement, tu parles de trois choses. Tu parles de choses authentiques. Il y a une distinction entre authentique et vrai. D'accord? Ensuite, ce que les gens considèrent comme étant une vérité, ce que des gens considèrent comme étant authentique. Ensuite, il y a des qualités d'observation. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut développer des qualités d'observation pour… Ouais, et comment on peut améliorer l'observation de manière générale? C'est-à-dire que, par exemple, moi j'aime bien me promener, j'aime bien… D'accord. Avant je prenais beaucoup l'avion, je me pose à un aéroport et puis je me mets au café, puis je regarde les gens et j'essaie de comprendre, de voir, de comprendre ce qui se passe autour de moi, d'avoir une lecture fine et détaillée des informations que m'envoie mon environnement, parce que ça me sert pour moi, parce qu'en fait il y a toujours l'effet projectif. Moi je projette des choses sur les autres, il y a un effet mirroring et tout ça, et voilà, ça fait partie des choses qui me font progresser moi, enfin que j'estime on va dire enrichissant pour ma propre progression. Est-ce que les gens déjà savent observer autour d'eux? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, c'est dur de juger les gens. Ensuite, il y a déjà le fait… Je dirais qu'un exercice qui m'aide beaucoup dans l'observation depuis peu, et enfin beaucoup de neuroscientifiques parlent, dont Sam Harris, dont je suis un grand fan. Je recommande son livre Waking Up, A Guide to Spirituality Without Religion, et son podcast Waking Up, disponible sur iTunes. Je pense que la méditation aide beaucoup, parce que la méditation a tendance à… C'est un exercice qui vous sépare de votre… qui vous apprend qu'il n'y a pas réellement de soi. Nous ne sommes pas une espèce d'esprit prisonnier d'un corps qui est dans notre tête et qui regarde à travers nos yeux, que le soi est une sorte d'illusion et qu'on peut faire l'expérience, observer le monde et les phénomènes et interagir avec le monde directement. On n'est pas obligé d'avoir toujours cette espèce de barrière de l'ego. Et pour en revenir à quelque chose d'un peu plus mondain, entre guillemets, d'un peu plus commun, je dirais que l'observation, elle passe beaucoup par le questionnement. C'est-à-dire que souvent, souvent on observe, comme tu dis, il y a un effet de mirroring à travers un filtre. On va voir quelqu'un passer, on va se dire regarde, cette personne est habillée de telle manière, marche de telle manière, a l'air de parler de telle manière, donc elle est sans doute ça. Ça, c'est pas vraiment de l'observation, c'est de la projection. L'observation, ce serait se dire elle est habillée de telle manière, elle peut de telle manière, bon ça on le voit, mais d'aller plus loin en se disant et maintenant que fait-elle? D'accord, pas juste s'arrêter à la projection. Ensuite, autre chose, c'est… Et si jamais on observe la personne et qu'on veut faire un travail plus sur soi, là où je parle du questionnement, si elle est habillée de telle manière, elle parle de telle manière, elle se comporte de telle manière, elle est sans doute ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je pense qu'elle est sans doute ça? Qu'est-ce qui me fait penser qu'elle est sans doute ça? Si je vois un type avec un bonnet en plein été,
une moustache et un halo dans le nez, je vais me dire c'est peut-être un hipster. C'est sans doute un type qui va. Enfin, j'ai pas énormément. J'ai un biais cognitif un peu négatif envers les hipsters. Voilà. Je vais lui en vouloir. Et après, là, je peux m'arrêter et me dire pourquoi est-ce que je lui en veux. Qu'est-ce qui fait que j'en veux? Et si c'était quelqu'un qui était comme ça avant les hipsters et juste qui a décidé qu'il n'allait pas changer juste sous prétexte que tout le monde fait pareil. Donc, je prends un exemple un peu comique et tout ça, mais en gros, pour mieux observer, il vaut mieux s'observer soi-même. Parce que sinon, on peut s'arrêter à des effets miroirs. Ou l'autre extrême, c'est en méditant énormément, je pense qu'on peut arriver, je ne dis pas que j'en suis là du tout, j'en suis pas du tout là, à un point où le fait on n'en vient même pas à une conclusion, on observe, on ressent et on prend chaque chose telle qu'elle vient, de la même façon que quand on médite, les pensées arrivent et disparaissent, et on est leur observateur. Donc, même dans ce cas-là, d'ailleurs, on est leur observateur. Donc, je pense que pour mieux, c'est bien les podcasts, pour mieux observer, il faut mieux s'observer. Comment tu peux... Alors, quels seraient on fait partie des gens... Enfin, tu fais en tout cas partie des gens qui ont fait beaucoup d'introspection. Mais si un jour tu prends quelqu'un qui a une routine dans une vie normale et puis qui vit une espèce de mal-être et qui a envie de faire une sorte de thérapie, quels seraient souvent mal aussi. Quels seraient les tips que tu pourrais donner à des gens pour améliorer leur qualité d'observation justement par rapport à eux-mêmes? Je dirais la méditation, la culture, les lectures. Pourquoi? Parce que même la lecture de roman, n'importe quelle mais la lecture, j'irais même jusqu'à dire, je pense que la lecture de roman est importante, en tout cas et on a heureusement, il y a des listes de classiques, vous en avez des tonnes sur internet. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de réaliser que l'expérience il y a des expériences d'autres qui sont similaires à la vôtre, donc qui vous permettent de mieux, en gros certaines personnes ont déjà commencé à se poser des questions similaires et à résoudre des problèmes que vous avez peut-être pas de la façon dont vous aimeriez les résoudre, mais en tout cas ça vous donne une idée d'une façon de le faire. Pareil pour la musique, pareil pour plein de choses. Donc je dirais l'ouverture au final. Donc voilà, pour simplifier, je dirais l'ouverture. Alors moi je suis quelqu'un de très séculaire, mais donc séculaire, spirituel, l'ouverture culturelle, l'ouverture, la discussion aussi. Il ne faut pas avoir peur, on parlait il y a très peu de temps, on était en train de déjeuner avec un ami de Dao. Attendez, j'attends que la porte claque. On déjeunait avec un ami de Dao et on parlait de la difficulté parfois qu'ont certaines personnes à avoir des discussions spéculatives ou introspectives ou un peu entre guillemets profondes avec d'autres personnes parce qu'ils connaissent personne avec qui en gros, pourquoi certaines personnes ont du mal à avoir cette relation avec d'autres. Et je me disais que c'est peut-être parce qu'elles n'osent tout simplement pas se dévoiler dans ce genre de relation de peur de paraître, comme on disait dans les premiers podcasts sur la philosophie, ridicule ou illégitime, non légitime. Je pense que l'ouverture d'esprit est accessible à tous et qu'elle est un facteur déterminant dans le fait de mieux se sentir, de se sentir mieux et de mieux se comprendre. On peut mieux se comprendre de par l'observation de soi et aussi de par l'ouverture aux autres. De toute façon, c'était une des premières stimulations pour ce podcast-là, c'était de permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et que tout le monde a quelque chose à dire, même si il n'est pas forcément, on va dire, éduqué pour, ou s'il est habitué à s'exprimer. Voilà, tout le monde a quelque chose forcément à dire. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Alors, il y a des gens qui disent que non, tout le monde n'a pas forcément quelque chose à dire. Moi, je pense qu'au contraire, on a tous des choses enfouies en soi qu'on peut exprimer, alors de manière plus ou moins maladroite, mais toutes les choses sont intéressantes. Moi, c'est mon côté optimiste. Mais je reviens sur cette phrase que j'avais beaucoup aimée de Nimka Rolibaba, qui était que
il n'est pas nécessaire de rencontrer le gourou. Alors gourou c'est un mot un peu chargé, mais ça veut dire ça peut vouloir dire le guide, le maître, etc. Donc parce que tu disais des gens qui n'ont pas été éduqués pour, il n'est pas nécessaire de rencontrer le gourou dans sa forme physique. Il n'est pas nécessaire, ça peut aussi vouloir. Et je pense que donc il n'est pas nécessaire de rencontrer le gourou dans sa forme physique, il peut être partout et je pense que c'est la même chose, on peut très bien avoir un point de vue extrêmement original et affûté sur divers sujets en se cultivant soi-même à travers les livres, à travers les ressources qu'on peut avoir sur Internet. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a accès à ces informations est nécessairement légitime, mais ça veut dire que c'est pas nécessairement un facteur limitant. Des fois, j'ai envie de changer le titre du podcast et dire tout le monde mérite d'être pertinent. Je pars du principe qu'on a tous, une part d'existence dans ce monde, sur un certain laps de temps, et chaque personne a observé des choses. Après, ce que tu observes, on sait que ça s'inscrit dans le subconscient, ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et donc, les gens qui ont voyagé, etc., ils ont vu, qui ont voyagé, qui ont vécu plein d'expériences, ils portent en eux toutes ces expériences-là. Ces expériences que nous, on n'est pas capable de retranscrire parce qu'on ne l'a pas vu. Après, il y a le facteur critique qui fait que, est-ce que ces personnes-là sont capables de raconter leurs histoires, d'en faire une analyse fine, et puis d'en sortir quelque chose de pertinent qui soit proche de la réalité. Parce que le problème, c'est qu'après, dans le conscient, eux, les discussions, les interactions qu'ils vont avoir avec les autres, en général, ça va être à 90% des biais cognitifs. Donc, ils vont avoir des discussions, on va dire, très ritualisées, des discussions, on va dire, de passe-temps. Et à aucun moment, ils vont faire appel à leur subconscient et ils vont ressortir par rapport à un sujet qu'ils vont aborder. Ils vont pas faire appel à une expérience profonde qu'ils ont eue il y a très longtemps et se servir de cette expérience avec leur propre esprit critique pour colorer un débat qu'ils sont en train de porter actuellement et avoir une vision un peu plus pertinente. Et plutôt que de faire ça, ils vont prendre un avis qui vient d'un biais cognitif. Et voilà, parce que par fainéantise, ils n'ont pas envie d'aller chercher ces choses-là. Et moi, ce que je constate souvent, c'est que quand je discute avec des gens, moi j'adore discuter avec les gens et j'adore, comme disait Eric, comme tu me disais à une époque, j'adore essayer de tirer le meilleur de chaque personne parce que c'est une manière de voir les choses, c'est de ne voir que le meilleur chez les gens et j'essaie d'amener les gens, s'ils ne sont pas dans un réflexe de défense, d'autodéfense, d'amener les gens à quelque part se contredire sur un truc et puis arriver à un raisonnement qui soit plus juste pour eux sur un sujet. Et c'est ça qui m'intéresse quand je discute avec les gens, c'est pas d'avoir des discussions passe-temps ou de rituels, c'est d'avoir des discussions vraiment profondes et de connaître vraiment leur profond avis sur le sujet et qu'est-ce que leur expérience de vie a amené. Parce qu'ils ont stocké ça, mais ils n'ont pas fait l'analyse. Tu vois, c'est comme les gens qui lisent plein de livres et puis qui, au fond, n'ont pas réfléchi sur les messages qu'il y avait derrière le livre, ou ce que l'auteur voulait spécifier, et quelle était la finesse des idées qui étaient véhiculées dans le livre. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est important de mettre en place ces outils. Alors, je vais rebondir sur ça. J'y ai pensé tout à l'heure, puis j'avais oublié, mais toi qui es un très grand observateur, Eric, je voudrais que tu me racontes des anecdotes sur les entretiens de recrutement que tu as passés. Parce que c'est toujours un très très bon moment et les cas pratiques c'est vachement bien. Okay. Et je voudrais que tu me racontes un recrutement, un ou deux recrutements que tu as fait et qui tu avais en face. Alors c'était pour quel boulot? Qui tu avais en face, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'il attendait et qu'est-ce qui a fait que tu as été pris derrière. Ok, alors je vais vous remettre dans le contexte. J'ai toujours été assez bon dans les entretiens d'embauche. J'ai toujours détesté travailler dans les bureaux et j'ai jamais vraiment été très, on va dire, très efficace dans les boulots de bureau que j'occupais. Et j'étais très fort en entretien. Donc voilà. Je te sors de ta zone de confort. Non, pas du tout, au contraire, c'est ma zone de confort, c'est juste que voilà, ça m'amuse. Parce que, je vais vous en raconter un, qui est un grand classique. Chez mes très bons amis, celui-là c'est une histoire, c'est un grand favori. Alors,
j'avais un stage à faire quand je devais avoir, j'ai 30 ans maintenant, j'en avais 23 je crois, 24. Et je devais faire un stage quelque part et donc je m'y suis pris au dernier moment évidemment, parce que j'avais pas envie de le faire. Et j'ai trouvé un stage dans un truc qui faisait des relations presse. Et je trouvais ça sur une liste qui était fournie. Bon bah voilà, donc j'ai appelé. Donc j'y suis allé. Et donc j'arrive, donc je mets un peu comme dans Bref, mon costume que je mettais au mariage, aux entretiens d'embauche et aux enterrements. Et donc j'arrive et je leur dis bon, je m'assois, ils me reçoivent. Et donc il y avait 4 personnes et moi en face d'eux. Donc ils me demandent, donc ils me parlent un peu, qu'est-ce que vous faites, bon voilà, le nom, bon, une fois qu'on a passé les formalités d'usage, ils commencent à me poser des questions du genre, qu'est-ce qui vous, des questions du genre classique, quelles sont vos qualités, quels sont vos machins, blablabla. Et puis tout à coup on arrive, donc c'est là le moment où tout bascule. Elle me demande pourquoi est-ce que vous voulez bosser dans les RP. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir revenir chez nous? Alors on ne peut pas vraiment dire parce que il est tard, que c'est pas loin de chez moi et que vous étiez sur une liste et que ça m'évite d'avoir à chercher. Ça c'est pas vraiment possible. Donc je leur ai dit, donc j'ai fait une pause un peu dramatique. Je les regarde et je leur dis, pour moi, l'impact. Pause. Elle me regarde, l'impact. Je leur dis, parce que dans ma tête, je me dis, ils sont cadres moyens, cadres sup, donc ils n'ont pas l'impression d'avoir un gros impact dans le monde qui les entoure. Je leur dis l'impact. Ils me regardent, c'est l'impression d'être un peu insignifiant dans une grosse boîte, enfin moyenne boîte. Comment ça? Je leur dis, parce qu'au final, ce que les gens voient de l'entreprise, enfin des entreprises qui ont appel à vous, ce que les gens voient, c'est ce que vous avez réussi à faire montrer. Sans vous, les entreprises sont invisibles. Et sans vous, on va pas se mentir, les pigistes, les soi-disant journalistes sont paresseux, il n'y a pas de contenu. Donc vous êtes les oubliés vous êtes la transition oubliée, donc vous avez un véritable impact. Et c'est ça qui, j'aime bien l'idée d'être un rouage efficace. J'ai été pris immédiatement. Et il y avait un type qui était en attente apparemment, ils l'ont appelé pour lui dire que finalement c'était pas possible. J'ai été horriblement mauvais dans ce boulot. Je devais appeler des gens en cold calling, appeler des gens à froid pour leur vendre des trucs pourris, leur dire de les mettre dans leur magazine. Donc je faisais semblant de téléphoner toute la journée. Je me barrais j'allais aux toilettes pendant des heures. J'avais une combine pour essayer, combine terrible où en gros l'idée c'était que vu qu'on avait le droit d'aller déjeuner entre 13h et 14h, on pouvait partir entre 13h et 14h. J'attendais 13h35 quand tout le monde était déjà parti. Je savais qu'il revenait vers 45. Enfin, 13h35, j'attendais juste 10 minutes avant que tout le monde revienne pour partir. Et comme ça, je disais que j'étais parti juste après eux, alors que je prenais 2 heures de pause déj, enfin des trucs comme ça. C'était horrible. Mais voilà, donc celui-là avait très bien marché. Donc chaque fois que les amis me regardent, ils me disent tu vas avoir un impact là-dessus. On va avoir un impact. Donc voilà, l'impact. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme entretien d'embauche qui s'est bien passé? En fait, au final, j'en ai eu d'autres, des histoires comme ça, mais l'idée étant que c'était juste une question de... c'était comme Gaudi, des conversations rituelles, c'est-à-dire que c'est censé être un rituel, l'entretien d'embauche. Et ce qu'il faut, c'est valoriser, votre employeur potentiel et sortir du pattern, c'est-à-dire commencer à lui parler, faut rire avec eux, faut faire un peu... avoir l'air de prendre ça au sérieux, mais d'être déjà engagé. Il faut se comporter comme si vous étiez déjà engagé. Et après ça, trouver des formules qui les font se sentir importants et qui leur font croire que vous voulez leur ressembler. À partir du moment où vous avez fait ça, vous êtes sûr d'être pris. Alors, je suis content, c'est des mécanismes auxquels j'ai plus à avoir recours. J'ai décidé que j'allais plus avoir recours à ce genre
de mécanismes de manipulation. Aussi parce que je me suis un peu extirpé de ce monde-là. Un peu, c'est-à-dire complètement. Mais c'était mon réflexe de survie dans ce monde-là, ce qui était parce que j'avais absolument aucune envie de bosser dans un bureau. Ça me sortait par les trous de nez, mais j'avais pas trop, je voyais pas tellement quelles autres options j'avais. Et donc ce que je faisais, enfin je les voyais, mais j'y étais pas, on va dire. Donc qu'est-ce que je faisais? J'utilisais mes capacités d'observation comme Dao pour manipuler mon environnement et en gros convaincre les gens que j'allais en faire beaucoup alors que j'en faisais le moins possible. Voilà. Il y a une fois, tu m'avais raconté aussi, comme tu avais passé un entretien pour travailler dans la restauration, je crois, comme serveur, et tu avais passé pareil un entretien très réussi. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas si alors est-ce que je m'en souviens bien de celui-là? Qu'est-ce que j'avais dû dire? Je me rappelle pas exactement. Je rappelle qu'ils avaient été assez dithyrambiques aussi. Celui-là, je m'en souviens pas. Genre, ça me vient pas à l'esprit maintenant. Mais en gros, ce que j'avais dû faire, c'est encore une fois, c'est leur faire croire qu'ils étaient super importants. Je pense que beaucoup de gens sont un peu désœuvrés au sein de leur travail, ont l'impression d'être une espèce de petit rouage inutile. Alors quand on leur fait croire que ce rouage a de l'importance, que il y a un côté tragique, hein, quand on leur fait croire quand on leur fait croire qu'on considère qu'ils sont importants, que ce qu'ils font est, parce qu'on veut tous servir à quelque chose, que ce qu'ils font est utile. Le biais cognitif, et leur désir de reconnaissance et de se sentir utile va faire qu'ils vont automatiquement se rallier à vous et à se mettre de votre côté. Alors, tu vois, là je t'écoute et je pense que sur le coup, te connaissant, je pense que tu n'étais pas manipulateur. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand tu as rencontré les gens pour passer l'entretien, notamment pour la relation presse, je pense qu'Eric, tu étais vraiment sincère. C'est-à-dire que non, j'étais totalement méprisant. Non, je ne peux pas mentir, je m'en souviens. J'étais totalement. Non, mais tu peux être. Non, pas méprisant, mais ce que je veux dire, méprisant, c'est pas l'exemple. On peut décorréler les choses. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux rencontrer des gens et puis être dans cette démarche de toujours valoriser les choses parce que c'est ta manière. C'est bien. Tu peux valoriser les choses et puis même si derrière tu n'y crois pas, mais tu vas regarder, tu vas aller chercher toutes des choses positives dans la relation que tu as avec cette personne que tu rencontres pour la première fois. Et puis une fois dans la fonction, tu te rends compte que c'est pas du tout ton truc et que de toute façon. Je savais que c'était pas mon truc, je savais que je ne voulais pas faire ça. Je savais que si on m'avait dit Eric, je te mettrais un énorme coup avec une poêle à frire en travers de la tête et tu n'auras pas à faire ce stage, je l'aurais fait. Est-ce que ton stage a été validé? Oui, mais avec une très mauvaise appréciation. Ah. Enfin, avec l'appréciation qui était pas mauvaise, mais qui est toujours la même dans tous les stages que j'ai fait. Et Eric est incapable de travailler dans un bureau. Ah. Parce qu'au final, au bout d'un moment, ça finissait par se voir. Et que l'idée étant que fallait que je reste plus d'un certain temps pour que ça devienne trop galère pour eux de trouver quelqu'un d'autre. Et donc ils disaient, bon, on est coincé avec celui-là, on va le garder histoire le temps qu'il faut. Non, c'était pas du tout. Tu savais ce que tu faisais, quoi. Ouais, complètement. Non, c'était de la manipulation totale. C'était extrêmement. C'était vraiment un mécanisme de petit con. Mais parce que je les voyais comme. Je voyais ce milieu qu'on appelle corporate vraiment comme l'ennemi. Hein. Et donc j'avais un peu cette philosophie de le type qu'on fout en camp de travail. Et qui fait exprès d'en faire le moins possible et de saboter un peu tout ce qu'il fait parce que de toute façon c'est pas comme s'il avait vraiment envie de construire le pont qu'on lui demande de construire, quoi. Tu sais, j'ai envie de te dire, la petite remarque qu'ils ont mis... ils avaient raison. Je veux dire, c'est pas méchant déjà d'une part, et c'est un droit, tout le monde les gens ont le droit de ne pas avoir envie de travailler derrière un bureau. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. Ah, mais c'était pas nécessairement méchant parce qu'au final, j'arrivais à créer des liens avec certaines personnes. En gros, leur idée, c'était c'est pas possible, quoi. Et je me souviens qu'ils rigolaient. Hein. Au bout d'un moment, ils disaient mais qu'est-ce que tu fous là? Et je leur disais j'ai pas le choix.
je dois être là en ce moment. Et il disait, mais il faut, tu te rends compte que c'est absolument impossible pour toi de bosser dans un bureau. Et moi, je me souviens d'être venu au boulot en me disant, si je devais vivre comme ça pendant les 10 prochaines années, je comprends tout à fait les types qui viennent avec un fusil à pompe et qui mettent une balle dans la tête de tout le monde. Mais complètement. C'était vraiment, pour moi, c'était une souffrance. J'avais envie de vomir. Enfin, le matin en me réveillant, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent, ouais, c'est un peu tout le monde trouve ça désagréable. Je pense que c'était profondément plus désagréable pour moi que pour la plupart des gens. J'ai une aversion physique à ça. Et c'est pas de la mollesse dans le sens où je suis capable au-delà de faire des trucs très très difficiles et extrêmement inconfortables qui vont pas me déranger. Même de la douleur physique, des trucs. Enfin, on m'a dû me foutre sous morphine plusieurs fois dans ma vie. Mais ça, c'était au niveau de mon être insupportable. Si je devais faire ça parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais des bouches à nourrir, etc., je sombrerais dans la drogue et l'alcool. Ouais. Sûr. Et ça durait combien de temps? Celui-là, 4 mois. 4 mois. Ou 3 mois. Ah ouais. Mais parfois, il y en a d'autres, d'autres stages, c'était moins de temps. D'ailleurs, un de mes stages, je m'étais vu proposer un boulot et qui était bien payé à rien faire du tout. Et je me suis barré au bout d'un mois et demi, je me suis cassé et c'est là que je me suis dit je peux pas continuer, j'ai arrêté les études que je poursuivais, enfin c'était pas possible. Ouais. Non, donc au final, tu as fait preuve d'une finesse d'observation Vous avez vu comme il ramène tout ça, c'est toujours positif pour moi, j'adore Dao. assez élevée, c'est-à-dire que par rapport donc déjà sur une action court terme, par rapport au fait de ce qu'il fallait dire à ton recruteur, puisque voilà, on est toujours en audition quelque part, et quand on est en audition, l'objectif c'est d'avoir l'approbation de son interlocuteur ou de ses Je interlocuteurs. pense que je suis un bon acteur, Voilà. c'est tout. J'étais bon pour me faire passer pour quelque chose que je n'étais pas. Je savais que c'était quelque chose de très ritualisé, qui a comme il y a des bullet points, comme ils appellent des bullet points qu'il faut couvrir. C'est quoi ton point, ça fait sens. Et donc on fait en sorte de dire ce qu'il faut, quand il faut, petite blague qui passe, mais pas trop familière non plus, histoire que c'est une espèce de rituel. Et c'est un jeu de rôle, comme on parlait avec Dao. Et donc vous jouez vous jouez sans un jeu, et sans doute parce que je prenais ça absolument pas au sérieux et que ça m'aurait pas du tout rendu triste de pas avoir eu de stage, que j'étais aussi bon parce que je ne mettais pas de pression. Là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que en fait, pour réussir à obtenir une communication cohérente avec tes interlocuteurs, il y a deux choses. Donc, la qualité d'observation, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment fonctionne la personne qui est en face de toi et ce qu'elle attend, déjà pour lui donner les réponses qu'elle attend, puisque ce sont des échanges de stroke. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un certain recul vis-à-vis de ça. C'est que plus tu désengages une forme de responsabilité égotique sur la situation, et plus tu es meilleur finalement parce que tu as du recul, que tu ne tombes pas dans les pièges. J'ai un exemple là-dessus. Il n'y a travers. pas longtemps, un de mes amis s'est marié au Vietnam. Avec une Vietnamienne, il habite à Singapour. C'est un de mes tout meilleurs amis. Et donc j'étais son témoin de mariage. Donc il y a un moment, comme témoin de mariage, il faut faire un discours. J'avais rien prévu du tout, rien écrit. Et j'ai improvisé un discours sur le moment qui a beaucoup plu. J'ai fait pleurer mon ami, j'ai fait pleurer sa mère, c'était très bien, j'étais très content. Mais c'est aussi, et l'autre témoin de mariage, qui est un autre de mes meilleurs amis, fait la même chose. C'est super bien passé, tout le monde était très ému. Mais quand je dis rien préparé, c'est qu'on ne savait pas ce qu'on allait dire avant de monter sur scène. C'est une petite scène. L'idée étant que moi et cet autre ami, on considérait un peu surréaliste l'idée que notre ami se marie, c'est sans doute parce que c'est le premier. Donc on prenait un peu tout à la déconnade, du genre il se marie, mais c'est quoi cette histoire, enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc le fait qu'on prenne pas ça extrêmement au sérieux, on n'avait pas la chemise mouillée à l'idée de dire ce qu'il fallait pas ou de faire ce qu'il fallait pas. Et on est monté, en gros ce qu'on a fait, c'est que on a fait ce qu'on aurait fait si on était un petit peu sous dans un restaurant avec notre ami, c'est-à-dire on lui a dit, on a raconté des anecdotes
et ce qu'elle signifiait pour nous et ce qu'elle représentait notre amitié, pour lui faire comprendre à quel point on l'aimait, on l'appréciait. C'est quelque chose que je pourrais faire pour Dao juste maintenant sans aucun problème, parce que on savait qu'il y avait un certain temps à respecter, mais qu'on prenait pas et qu'il y avait certaines règles et une certaine émotion à faire passer, mais qu'au final on ne se laissait pas envahir par la pression de l'événement ou par le poids symbolique de l'événement. Même chose quand on combat. Hein. Oui, c'est sûr que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. On en donne beaucoup de responsabilités, alors qu'au final, voilà, si tu veux faire passer un message avec un auditoire typiquement pour le mariage, c'est de par tes qualités d'observation, j'en reviens dessus, que tu comprends quels sont les messages à faire passer pour qu'il y ait une vraie relation empathique entre tes interlocuteurs et toi-même. Donc on est à 30 minutes du podcast, on va clôturer celui-ci. Merci Eric. C'était marrant celui-là. Il était sympa et rendez-vous pour le prochain. Bisous bisous.